Bienvenue dans le podcast Dessine-moi un divan. Je suis Candice Medina Maro, créatrice de ce podcast dans lequel je vous propose de vous joindre à des aventures et explorations en terre analytique. Dans les 4 épisodes qui vont suivre, je vais aborder une nouvelle thématique, la psychanalyse ferait-elle peur ? Pour ce faire, je vais questionner les éléments qui semblent effrayer les personnes qui ne connaissent que de loin la psychanalyse. Dans l'épisode qui suit, nous allons parler de ce qui vient probablement assez vite après Freud quand on dit le mot psychanalyse, à savoir le divan. Dans le prochain épisode, nous aborderons 2 autres épouvantails qui tiennent en un proverbe. Le temps, c'est de l'argent. Nous parlerons, dans le suivant, de la formation des analystes et des théories psychanalytiques. Puis je conclurai cette thématique sur les peurs qui me semblent être la forêt qui se cache derrière l'arbre. Vous êtes prêtes ? Vous êtes prêts ? L'aventure nous attend. C'est parti ! Pour cette 3e escapade thématique, je vous propose d'aller visiter les peurs qui peuplent l'inconscient collectif au sujet de la psychanalyse. Pour la petite histoire, c'est au psychanalyste Carl Gustav Jung, prononcez comme vous voulez, moi je sais pas comment on fait, que l'on doit le concept d'inconscient collectif, entre autres. Selon lui, nous avons tous un inconscient dont les contenus nous dépassent. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas personnels, ils ne proviennent pas de notre histoire singulière, mais de celle des humains. C'est un héritage, on le porte en nous, comme une sorte d'ADN collectif de la psyché, pourrait-on dire. Les bribes de récits au sujet de la psychanalyse forment donc une représentation que chacune et chacun peut s'en faire. C'est là que se logent les croyances à son sujet. Et il ne vous aura sans doute pas échappé que quelques-unes véhiculent une certaine appréhension, pour ne pas dire une appréhension certaine. Il est assez fréquent que j'entende de la part des personnes qui viennent pour la première fois au cabinet, ou de la part des gens que je rencontre et à qui je dis que je suis psychanalyste, qu'on me réponde « Moi, je n'aime pas la psychanalyse et les psychanalystes ». Et c'est rare que ce soit parce que leur expérience de la psychanalyse les en a dégoûtés. Très souvent, elles n'ont jamais tenté la grande aventure de la psychanalyse, elles n'ont même pas forcément lu un bouquin sur le sujet, mais ce qui peuple leur imaginaire sur la question leur fiche la trouille et ou les révulse. Mais plutôt que de dire « j'ai peur de la psychanalyse car ça a l'air complètement barré, tordu, obscur, chelou ce truc-là », elles disent « je n'aime pas ». Alors, qu'est-ce qui fait si peur quand on évoque la psychanalyse ? L'une des premières peurs concerne le divan. Ah, le divan, cette chose curieuse sur laquelle un patient s'allonge. Oui, il est rare que les gens qui ne connaissent pas le sujet aient spontanément l'envie d'appeler analysante la personne qui vient en consultation chez un analyste. Pour l'anecdote, quand j'ai commencé à écrire la phrase précédente, j'ai écrit diva au lieu de divan. Alors, je ne sais pas si c'est juste une faute de frappe, il faut dire que j'en fais beaucoup étant donné que je ne sais pas taper de manière efficace, ou si c'est un acte manqué, auquel cas je vais voir ça avec mon inconscient, mais ça m'a bien fait rire toute seule à mon bureau avec vue sur les montagnes. Le divan, c'est divin. Donc, le divan fait peur. Plusieurs impressions, hypothèses et constatations empiriques me viennent et je vais les partager avec vous aujourd'hui. Cet objet est source d'appréhension. Cela ne tient pas tant à sa forme, car que ce soit un divan de type méridienne ou canapé, la plupart du temps, quand vous en croisez un, il ne vous inspire pas nécessairement de la méfiance. Plus qu'à l'objet lui-même, la crainte semble plutôt tenir à la configuration à laquelle il invite. C'est vrai qu'il est quand même curieux de s'allonger avec quelqu'un assis derrière, qu'on ne voit pas mais qui nous voit et dont on entend juste la voix. À part dans le cabinet d'une analyste, on ne rencontre pas ce genre de mise en scène. Au fond, la télé-réalité version Love Story n'a rien inventé. Elle joue avec nos peurs. Que ce soit un dieu, un Père Noël, un parent ou un analyste, on a ancré en nous l'idée qu'on pourrait être observé sans voir, que tout ce qu'on dirait serait entendu, et pire, que tout ce qu'on penserait serait su. Et si le dispositif analytique avec son divan, et si la psychanalyse en général rejouait cette crainte, cette peur d'une présence omnisciente qui saurait ce que l'on a au fond de nous ? Parce que, soyons d'accord, c'est comme la phobie des araignées, ce n'est pas l'araignée en soi qui fait entrer quelqu'un dans une panique totale, c'est ce qu'elle représente. Et ça se joue dans l'inconscient. Sommes-nous des êtres omniscients, nous, les analystes ? Eh bien non, nous n'avons pas ce pouvoir-là. Les analystes, les psys en général d'ailleurs, n'ont pas la faculté de savoir à la place des autres. La seule personne qui sait pour vous, c'est vous. Autrement dit, en analyse, on propose un cadre de travail dans lequel explorer sa psyché, y compris ses peurs et ses fantasmes aussi, au sens de représentation mentale qu'on se fait d'une chose ou de quelqu'un. Mais seule la personne qui met cela en travail décide de ce qu'elle explore. Par notre écoute, nous percevons ce qu'elle essaie parfois de dire entre les lignes, à mots couverts, par métaphore, etc. Et nous pouvons proposer des hypothèses, des interprétations, ouvrir des possibilités. Mais nous ne pouvons pas faire le travail à la place de celui qui est venu travailler sur son histoire. Nous ne pouvons pas savoir pour celle qui est venue consulter.
Ok, bon. Donc, à quoi elle sert, cette diva de divan? Comme l'a dit Freud, je cite, je m'en tiens au conseil de faire s'allonger le malade sur un divan, tandis que l'on prend place derrière lui où il ne peut nous voir. Cette disposition a un sens historique, elle est le reste du traitement hypnotique à partir duquel s'est développée la psychanalyse. Mais elle mérite d'être préservée, et ce pour plusieurs raisons. Bon, là, il explique en gros qu'il n'aime pas qu'on le fixe des yeux 8 heures par jour, ce qui se comprend, ok, soit. Puis il ajoute, comme pendant l'écoute, je m'abandonne moi-même au fil de réflexions inconscientes, je ne veux pas que mes mimiques donnent au patient matière à interprétation ou l'influence dans ses communications. Bon, il dit 2, 3 trucs sur le fait que ça gêne certains patients, puis poursuit. Mais je tiens à cette règle qui a pour intention et pour résultat d'éviter l'amalgame imperceptible du transfert avec les idées du patient, d'isoler le transfert et de le faire surgir en temps utile, fortement réécrit sous forme de résistance. Ceci étant dit, il est rare aujourd'hui que les psychanalystes demandent, proposent d'ailleurs serait un verbe plus approprié puisqu'il ne doit pas s'agir d'une demande mais d'une proposition, une proposition honnête qui doit donc pouvoir s'accepter, se refuser et même permettre de changer d'avis. Je disais donc, il est rare que les psychanalystes proposent aux personnes qui viennent consulter pour la première fois de s'allonger sur le divan. Généralement, ce n'est qu'au bout d'un certain temps, assez variable, quelques semaines, quelques mois, qu'un ou une analyste propose d'essayer de passer un travail sur le divan et de voir ce que ça donne. Qu'est-ce que s'allonger sur un divan peut bien apporter au travail d'analyse? Quand la séance a lieu au cabinet, les corps sont en présence. On commence par des séances assis, face à face, mais un beau jour, voilà que l'analyste propose à l'analysant de s'allonger sur le divan. Quelle idée saugrenue que de parler allongé sur un divan à quelqu'un derrière soi. Outre ce que Freud nous en a dit, voici les autres pistes de réflexion possibles concernant ce dispositif. Il y a celle qui parle du regard. Le regard intériorisé, introjecté de l'autre, avec un grand A. Vous vous souvenez, l'autre, le grand autre, celui qui est grosso modo constitué de notre entourage. Eh bien, son regard, que nous avons intériorisé, tout comme son désir, exerce un pouvoir considérable sur l'image largement inconsciente que nous avons de nous, de nos pensées, de notre corps, de qui nous sommes. Celle qui parle du corps. Difforme, déformé, sans contour clair et stable, abusé. Le corps qui vient en analyse en compagnie de sa psyché a parfois besoin de se reconstituer parce qu'il a éclaté en 1000 morceaux, quand ce n'est pas de se constituer tout court parce qu'il est presque impalpable. Or pour cela, il a besoin d'un autre regard, du regard d'un autre, avec un grand A encore une fois, comme dirait Lacan, un regard qui le voit. Dès lors, c'est celui de l'analyste, dans le travail de reconstitution de son corps, que mène l'analysant, qui peut permettre à ce dernier de se reconnaître, c'est-à-dire d'être reconnu, d'être à la place de l'autre dans le miroir, celui qui dit « Hey, tu vois, c'est toi ça, c'est ton corps ce que tu vois dans ce reflet », d'être à la fois le reflet et le regard que l'analysant porte sur lui-même. Le divan, d'une certaine manière, peut endosser le rôle de support, permettant à celle ou celui qui est allongé de sentir les contours de son corps, de ne pas s'effondrer, ou plutôt si, de le pouvoir justement, psychiquement, momentanément, en étant soutenu par cet objet qui se veut contenant pour celui ou celle qui peut avoir besoin d'être contenu. Ce qui implique que malgré la règle d'abstinence, c'est-à-dire l'absence de contact physique, le corps est soutenu. C'est en tant que soutien que le divan peut peut-être jouer une fonction autrefois dévolue au corps de la mère notamment, comme le souligne le psychanalyste Didier Anzieux dans son ouvrage Le Moipeau. L'appui externe sur le corps maternel conduit le bébé à acquérir l'appui interne sur sa colonne vertébrale, comme arête solide permettant de se redresser. On retrouve ici la fonction de holding, proposée par Winnicott, exercée cette fois, non pas par les bras de celle ou celui qui s'occupe de l'enfant, pour ne pas dire la mère, comme ça on lui fiche la paix 3 secondes, exercée cette fois, je disais, par le soutien physique du divan, qui contribue ainsi au travail de l'analysant. Il lui permet de s'effondrer, dans tous les sens du terme, d'être contenu, de sentir en partie les contours de son corps, de prendre appui pour explorer sa psyché, son histoire, et tout ce qu'il ou elle ne manquera pas de rencontrer dans ce voyage. Pour en revenir au regard, on n'est jamais seul dans notre tête. Il y a toujours une multitude de regards, de discours qui nous traversent. Bref, le travail sur le divan convoque en partie le corps dans ce relâchement auquel il invite et ce soutien qu'il procure. Il libère partiellement du regard de l'analyste et permet une parole et une écoute de soi plus fines encore que dans le face-à-face, car il invite justement davantage à un face-à-face avec soi, à un voyage intérieur. Je vous propose qu'on ponctue là-dessus, et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de belles explorations.